Salam alaikum. Nous poursuivons aujourd'hui notre cours d'électricité 2, programme SMP et SMC S3, avec toujours le deuxième chapitre, réseau électrique en courant alternatif sinusoïdal, par le paragraphe les puissances électriques en courant alternatif sinusoïdal. On rappelle que vous avez vu en électrocinétique l'année dernière, en S2, que si vous avez une branche AB qui contient des éléments en série, tels que vous avez la différence de potentiel U égale à VA moins VB à ces bornes, et qui est parcouru par un courant d'intensité I. Eh bien, nous avons montré que la puissance dissipée dans cette branche est donnée par P égale au produit de la différence de potentiel par le courant qui traverse cette branche. De la même manière, on va poursuivre la définition de la puissance dans le cas du courant alternatif sinusoïdal en définissant la puissance instantanée. Puisque au courant alternatif sinusoïdal, la tension et le courant varient avec le temps de manière sinusoïdale, donc je peux considérer une branche quelconque qui contient des éléments passifs ou actifs et qui est parcourue par un courant sinusoïdal I de t et aux bornes de laquelle on a une différence de potentiel qui est elle aussi sinusoïdale dépendant du temps. Si je mets U de t sous la forme U de t égale à UM cosinus oméga t plus phi indice U, et le courant I de t sous la forme IM cosinus oméga t plus phi I, eh bien dans ce cas, on va définir la puissance instantanée par le produit U de t multiplié par I de t. La puissance instantanée, c'est-à-dire pour un instant bien déterminé, est définie par P à l'instant t égale à U de t multiplié par I de t. Bien sûr, on sait que la tension et le courant varient avec le temps, avec une pulsation oméga. C'est un signal qui est variable, qui varie rapidement avec le temps. Et donc cette grandeur de puissance instantanée n'est pas accessible à la mesure. Et par conséquent, on va calculer sa valeur moyenne et c'est elle qui sera accessible à la mesure. Cette valeur moyenne, c'est ce qu'on appelle la puissance active. Puissance active. Elle sera définie comme étant la valeur moyenne, PA, c'est la valeur moyenne, on l'appelle aussi la puissance moyenne, c'est la valeur moyenne de P de T, et qui sera définie par
la définition d'une valeur moyenne d'une fonction continue sur un intervalle. Nous allons prendre comme intervalle une période, et bien sûr la valeur moyenne calculée sur la période, ce sera la valeur moyenne calculée au cours de tout le temps. C'est égal à 1 sur t, grand T c'est la période, l'intégrale sur une période, donc de 0 jusqu'à t, de u de t multiplié par i de t dt. En remplaçant u de t et i de t par leur expression, on va trouver que c'est égal à 1 sur t intégrale de um cosinus oméga t plus phi u multiplié par im cosinus oméga t plus phi i dt. Les termes um et im sont des constantes que je peux sortir de l'intégrale. L'intégrale est toujours de 0 jusqu'à grand T. Donc im sur T est l'intégrale du produit des cosinus. Bon, le produit des cosinus, comme vous le savez, si vous avez cosinus de A multiplié par cosinus de B, je peux linéariser ce produit. Il est égal à 1 demi cosinus de la somme plus le cosinus de la différence des arguments. Donc c'est cosinus, 1 demi cosinus de la somme, c'est-à-dire oméga t plus phi u plus oméga t plus phi i, donc cosinus de 2 oméga t plus phi u et plus phi i, plus le cosinus de la différence des arguments, c'est-à-dire oméga t plus phi u moins oméga t moins phi i. Les oméga t vont se simplifier, il va rester phi u moins phi i. Donc je rappelle que je peux linéariser le produit de deux cosinus, cosinus A multiplié par cosinus B, c'est égal à cosinus de A plus B, plus cosinus de A moins B, et l'ensemble divisé par 2. En regardant cette intégrale, je vois que le premier terme, cosinus de 2 oméga t, c'est une fonction cosinus qui est une fonction périodique que j'intègre sur un nombre entier de périodes, et on sait que l'intégrale sur un nombre entier de périodes de la fonction sinus ou bien de la fonction cosinus est égale à 0. Si vous intégrez fonction sinus sur une période, eh bien vous allez avoir une partie qui est positive, une première moitié, l'autre moitié qui est négative, et si vous mesurez les surfaces, ce sont des surfaces de même valeur, mais avec des signes opposés. Si vous faites la somme, ça va donner 0. Donc la valeur moyenne sur une période de la fonction cosinus est égale à 0. Donc l'intégrale de ceci, ça va donner 0. Il va rester uniquement l'intégrale de cosinus phi u moins phi i. Or, cosinus de phi u moins phi i, c'est une constante, ça ne dépend pas du temps, donc je peux le sortir de l'intégrale. Il va rester um multiplié par im multiplié par cosinus de phi u moins phi i, le tout divisé par 2, et l'intégrale de dt entre 0 et t. L'intégrale de dt entre 0 et t, là j'ai
je divise par 2t, c'est égal à t. Donc vous voyez qu'on peut simplifier par la période t, et il va rester la valeur moyenne, qui est la puissance active, qu'on appelle aussi la puissance moyenne, qui est égale à 1 demi de im cosinus de phi u moins phi i. Sachant que la valeur efficace du courant I est égale à UM, plutôt c'est égal à IM sur racine de 2, ça nous l'avons déjà vu, et que la valeur efficace de U, c'est U égale à UM sur racine de 2. Et en posant phi égale au déphasage de la tension par rapport au courant, phi U moins phi I, eh bien dans ce cas, alors, on va avoir la puissance active, qui est la même chose que la puissance moyenne, qui sera égale à valeur efficace de U multiplié par valeur efficace de I et multiplié par cosinus de phi. Si je remplace U par UM racine de 2, IM racine de 2, ça va donner UM multiplié par IM sur 2, c'est bien ce que j'ai dans l'expression de PA, et cosinus de phi qui est égal à cosinus de phi U moins phi. Ça représente la puissance qui est dissipée dans une branche donnée, parcourue par un courant I de t, et aux bornes de laquelle vous avez une tension sinusoïdale de la forme I de t égale à UM cosinus oméga t plus phi. Bien, si on veut mesurer cette puissance en utilisant des instruments de mesure, normalement lorsqu'on a une branche quelconque et qu'on fait qui est parcourue par une tension, plutôt qui a à ses bornes une tension sinusoïdale U de t, et qui est parcourue par un courant I de t, eh bien lorsqu'on fait une mesure, les appareils de mesure, ce qu'ils vont donner, ils vont donner les valeurs efficaces. Si je place un ampèremètre dans cette branche, il va indiquer la valeur efficace I de t, c'est-à-dire IM sur racine de 2. Et si je mesure aussi par un voltmètre la différence de potentiel aux bornes de cette branche, lorsque vous avez une tension sinusoïdale, le voltmètre va donner la valeur efficace U. Et par conséquent, pour l'opérateur qui va mesurer, pour lui, la puissance apparente, ça sera le produit de U multiplié par I. Donc ce produit U multiplié par I, c'est ce qu'on appelle la puissance apparente. C'est le produit des valeurs efficaces de la tension et du courant. Mais il se trouve que cette puissance apparente est différente de la puissance active, de la puissance qui est réellement dissipée dans la branche considérée. Et que le rapport entre la puissance active et la puissance apparente, c'est égal à cosinus de phi. Ce rapport cosinus de phi, c'est ce qu'on appelle le facteur
de puissance, appelé facteur de puissance. Donc la puissance qui est réellement dissipée dans une branche, elle est en général inférieure à la puissance apparente parce que le cosinus il est toujours inférieur à 1 et il faut essayer toujours d'améliorer ce facteur de puissance et de le rendre le plus proche de 1. Le cas idéal, c'est de l'avoir égal à 1. Donc, pour avoir le maximum de puissance dissipée, la puissance active est maximale si cosinus de phi est égal à 1, c'est-à-dire si phi qui est égal à phi u moins phi i est égal à 0, c'est-à-dire lorsque le courant et la tension sont en phase. Ça implique que le courant et la tension sont en phase. S'ils ne sont pas en phase, on va avoir une perte de puissance due justement à cette différence de phase. Ce cosinus de phi, on va essayer de l'exprimer si la branche AB est constituée par un élément passif ou bien un ensemble d'éléments passifs dont l'impédance est Z bar qui est constituée par une partie réelle que je note R plus une partie imaginaire que je note X. Lorsque nous avons vu les éléments passifs en courant alternatif sinusoïdal, nous avons montré que les résistances ont une impédance qui est un réel pur et qui est bien sûr toujours positive, alors que la partie imaginaire, alors que l'impédance des bobines et des condensateurs sont constitués par des complexes qui ont une partie imaginaire, ils n'ont pas de partie réelle. La partie imaginaire, elle est positive dans le cas d'une bobine et il est négatif dans le cas d'un condensateur. Je rappelle que l'impédance d'une bobine, c'est JL oméga, donc la partie imaginaire L oméga, elle est positive, alors que pour un condensateur, l'impédance, c'est 1 sur JC oméga, qui est égal à moins J sur C oméga. Donc la partie imaginaire, c'est moins 1 sur C oméga, elle est négative. Donc la partie réelle, elle constitue la partie résistive, c'est une résistance, et la partie imaginaire d'un nombre complexe, il va représenter ce qu'on appelle une réactance. Et cette réactance X, si X est positive, ça veut dire qu'on a un effet inductif, c'est l'équivalent d'une bobine.
Et si x est négatif, on a un effet capacitif, c'est l'équivalent d'un condensateur. Donc si je branche cette impédance, eh bien, ce que je vais avoir pour la puissance dissipée entre A et B, Z bar entre A et B, en notation complexe, je vais avoir ici I bar, et là, je vais avoir U bar. U bar, c'est égal à Z bar multiplié par I bar, ce qui veut dire que en valeur efficace, si je prends le module, ça, U bar, c'est le produit de deux modules. Donc le module UM, c'est égal au produit des modules. Donc c'est Z multiplié par IM. Et si je divise les deux termes, les deux membres de cette équation par racine de 2, je vais avoir U efficace qui est égal à Z multiplié par I efficace. D'autre part, j'ai pour l'argument, puisque U bar c'est le produit de deux complexes, donc l'argument de U bar qui est phi U, c'est égal à l'argument de Z plus l'argument de I bar qui est phi I. Et par conséquent, phi Z, c'est la différence de phase phi U moins phi I, que nous avons noté comme étant phi. D'autre part, on sait que si je veux passer de la partie réelle, de l'écriture partie réelle, partie imaginaire, vers l'écriture module argument, je sais que la partie réelle d'un nombre complexe, la partie réelle d'un nombre complexe, si vous avez, je vais reprendre l'expression, Z bar égale R plus Jx, et c'est égal aussi à Z, le module de Z, exponentielle J phi Z, qui est égal à Z cosinus phi, parce que phi est égal à phi Z, plus J Z sinus phi. Ce qui veut dire que R est égal à Z cosinus phi, et bien sûr, X est égal à Z sinus phi. Avec ces rappels, je vais revenir à l'expression de la puissance moyenne, ou bien de la puissance active, que je vais réécrire. La puissance active est égale U multiplié par I multiplié par cosinus phi. Or, U, je viens de montrer que c'est égal à Z multiplié par I, ça c'est pour U, multiplié par I, et multiplié par le cosinus de phi. Et le cosinus de phi, c'est rien d'autre que R sur Z. Je viens de le montrer ici.
R égale à Z cosinus phi, donc cosinus de phi est égal à R sur Z. On simplifie par module de Z et il va rester R I au carré. La puissance active dissipée dans la branche contenant l'impédance Z bar est égale à la partie réelle de l'impédance multipliée par le courant efficace au carré. On voit bien que cette expression est analogue à la loi de Joule qu'on a vue en courant continu, et c'est justement ça qui sert à la définition de la valeur efficace. Eh bien, la valeur efficace du courant, lorsque vous avez un courant sinusoïdal qui traverse une branche donnée, eh bien, sa valeur efficace, c'est le courant continu qui donnerait la même puissance lorsqu'il circule dans cette même branche. Lorsque le courant continu circule dans cette même branche, il va donner la même, ou bien dans une branche qui a la résistance R, il va donner la même puissance dissipée. Nous allons parler maintenant d'autre chose, c'est de l'adaptation d'impédance. Troisièmement, petit 3, adaptation d'impédance. Qu'est-ce qu'on entend par adaptation d'impédance? Eh bien, si on considère un générateur de tension sinusoïdale représenté par son impédance interne petit z bar et qui va avoir une force électromotrice que je représente en notation complexe par E bar. Si je branche aux bornes de ce générateur un circuit constitué par des éléments passifs dont l'impédance équivalente est égale à grand Z bar. Alors dans ce cas, à quelles conditions la puissance dissipée dans le circuit externe sera-t-elle maximale? Quand est-ce que je vais avoir le maximum de puissance dissipée dans le réseau externe, c'est-à-dire dissipée ou bien fournie par le générateur au circuit externe? Bien, pour répondre à cette question, je vais considérer que je vais avoir un courant I bar qui va traverser ce circuit, que l'impédance Z bar est constituée par une partie réelle grand R plus une partie imaginaire grand X, qui est la réactance, et que l'impédance interne, aussi petit z bar, s'écrit petit r plus J petit x. D'après ce qu'on vient de voir, la puissance dissipée dans la branche AB, c'est-à-dire dans l'impédance z bar, est donnée par P. La puissance active est égale à R, la partie réelle de l'impédance R, multipliée par la valeur efficace du courant, qui est égale à I au carré. Or, d'après la loi de Pouillet que j'ai ici une seule maille, le courant I bar, en notation complexe, I bar est égal à la somme des forces électromotrices. J'ai une seule force électromotrice qui est égale à E bar, divisé par la somme des impédances, c'est-à-dire petit z bar plus grand z bar. Et par conséquent, je vais avoir pour les modules IM
Ou bien pour les valeurs efficaces, c'est la même chose. I, c'est le module de I divisé par racine de 2 égale au module de E divisé par racine de 2, c'est-à-dire la valeur efficace de E, et divisé par le module de petit z bar plus grand z bar. Et ça, c'est égal à E sur le module de la somme de deux complexes. Les deux complexes sont constitués, ou bien sont constitués par des parties réelles et des parties imaginaires. Lorsque je fais la somme, la partie réelle, c'est la somme des parties réelles. La partie imaginaire, c'est la somme des parties réelles, des parties imaginaires. Et le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc grand R plus petit r au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire grand X plus petit x au carré. Et donc, la puissance active va prendre la forme R multiplié par I au carré, c'est-à-dire E au carré, sur le dénominateur qui est la racine carrée. Donc, je vais enlever la racine carrée. Il reste grand R plus petit r au carré plus grand X plus petit x au carré. C'est l'expression de la puissance active en fonction de l'impédance Z, c'est-à-dire de la partie réelle et de la partie imaginaire. Cette puissance, quand est-ce qu'elle sera maximale? Bien sûr, le générateur, il est ce qu'il est. Sa force électromotrice, il ne change pas, son impédance interne ne change pas. Mais ce que je peux changer, c'est l'impédance du circuit externe qui sera branché à ce générateur. Donc je vais faire varier les valeurs de z bar de façon à avoir le maximum de puissance. Donc je vais avoir comme variable la partie réelle grand R et la partie imaginaire grand X de l'impédance Z. Donc cette puissance est maximale si PA est max, si D de PA sur DR est égal à 0 et en même temps D de PA sur D grand X est égal à 0. Donc il faut que ces deux dérivées partielles soient nulles lorsque la puissance est maximale. Je vais faire le calcul en commençant par la deuxième dérivée qui est plus simple, d de PA sur dx. Sur dx, x est en majuscule. D de PA sur dx, j'ai le x qui est au dénominateur. R, E au carré, c'est une constante que je laisse. R, E au carré. Et j'ai la dérivée de 1 sur grand R plus petit r au carré plus grand X plus petit x au carré. Eh bien, la dérivée, c'est simple, c'est moins 2, puisque c'est moins 2, facteur de grand X plus petit x. Si vous avez 1 sur Fn, 1 sur f à la puissance n, eh bien la dérivée, c'est moins n Fn moins 1 sur Fn au carré. Sur le dénominateur au carré, que je vais noter comme ça grand T pour ne pas reprendre le calcul du dénominateur, sur le dénominateur au carré. Ça, c'est la dérivée de la puissance active en fonction de
la variable grand X. Cette dérivée doit être égale à 0, ce qui veut dire que le numérateur doit être égal à 0, et ça ne peut être égal à 0 que si grand X est égal à moins petit x. Pour la deuxième dérivée, je vais dériver PA par rapport à grand R, d de PA sur d de grand R égale, eh bien ici j'ai le R au numérateur et aussi au dénominateur. Le E au carré c'est une constante, je le mets en facteur et je dérive. La dérivée du numérateur c'est 1 multiplié par le dénominateur, c'est-à-dire grand R plus petit r au carré plus grand X plus petit x au carré moins, je rappelle que la dérivée de f sur g c'est égal à f' multiplié par g moins f multiplié par g' sur g au carré. Donc moins f, c'est-à-dire r, le numérateur, multiplié par le dénominateur au carré, donc grand R plus petit r, non pardon, c'est pas par le dénominateur, par la dérivée du dénominateur, j'efface ici, donc là j'ai R, multiplié par la dérivée du dénominateur, et la dérivée du dénominateur c'est 2 facteur de grand R plus petit r, et le tout est divisé par le dénominateur au carré. On peut arranger cette écriture. Ça va donner, après simplification par E au carré, parce que ceci doit être égal à 0, après simplification par x carré, donc ceci est égal à 0, ça suppose que grand R plus R au carré plus petit x, et ainsi de suite, je peux l'écrire sous la façon suivante, et sachant que j'ai déjà montré que grand X est égal à moins X, ce qui implique que grand X plus petit x est égal à 0. Donc je peux éliminer au numérateur le grand X plus petit x au carré. Il va rester grand R plus petit r au carré moins 2 grand R facteur de grand R plus petit r égale à 0. On met grand R plus petit r en facteur. Ce sera facteur de grand R plus petit r moins 2 grand R égale à 0. Donc R plus petit r facteur de petit r moins grand R égale à 0. J'ai le produit grand R plus R facteur de petit r moins grand R égale à 0. La première solution, grand R plus petit r égale à 0, n'est pas possible parce que
grand R et petit r sont des résistances, donc ils sont toujours positifs, sauf si tous les deux sont nuls, mais ça, ce cas, ce n'est pas à envisager. Il reste donc, au premier cas, grand R égale à moins petit r, impossible, car grand R, il est positif, et il va rester le deuxième cas, c'est grand R égale à petit r. Donc la puissance est maximale si grand X est égal à moins petit x et grand R égale à petit r. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie la chose suivante. P A est max si Z bar, qui est égal à grand R plus J X, est égal à grand R, c'est égal à petit r, et grand X est égal à moins petit x, donc moins J petit x. Et ça, c'est rien d'autre, R moins J petit x, que le conjugué de l'impédance interne. Si Z bar est égal au conjugué de l'impédance interne du générateur, dans ce cas, la puissance délivrée par le générateur est maximale, la puissance dissipée dans le circuit externe est maximale, on dit alors, on dit que Z bar, c'est-à-dire le circuit externe, est adapté au générateur. Elle est adaptée au générateur. On peut faire une remarque, c'est que si vous avez cette condition qui est réalisée, si vous avez adapté le circuit externe d'impédance de grand Z bar au générateur, de façon à ce que grand Z bar est égal au conjugué de petit Z bar, eh bien dans ce cas, l'impédance du circuit, vous avez le générateur d'impédance interne petit Z bar et le circuit d'impédance grand Z bar, eh bien l'impédance équivalente E bar, l'impédance équivalente qui est égale à grand Z bar plus petit Z bar, il est égal uniquement à la partie réelle, grand R, plus petit r. La partie imaginaire est égale à 0, ce qui veut dire que le courant et la tension sont en phase, et par conséquent, phi U moins phi I est égal à 0. Donc le cosinus de phi est égal à 1. Donc lorsqu'on adapte un circuit à un générateur, dans ce cas, le courant et la tension débitée par le générateur, le courant débité par le générateur et la tension sont en phase, ce qui va impliquer que le cosinus de phi sera égal à 0, et donc on va avoir le maximum de puissance. Toujours en parlant de l'amélioration de la puissance, on va parler de ce qu'on appelle le coefficient de perte. Coefficient de
perte. Si on considère une installation électrique dans laquelle vous avez un fournisseur de l'énergie électrique qui sera représenté par un générateur sinusoïdal, c'est le fournisseur qui va fournir l'énergie électrique, donc il va envoyer un courant que je représente par I bar à travers des câbles électriques. Ces câbles électriques vont avoir une certaine résistance que je note R, que je représente ici, avant d'arriver chez le consommateur qui va recevoir ce courant et qui sera représenté par une impédance Z bar. Le consommateur représenté par l'impédance Z bar va avoir à ces bornes une tension que je note U bar. Donc vous avez le fournisseur d'électricité qui va fournir un courant. Ce courant sera transporté à travers des câbles électriques qui vont avoir une certaine résistance que je note grand R, et le consommateur va recevoir ce courant électrique. Ce consommateur, l'installation électrique, sera représenté par une impédance Z bar et il va recevoir la différence de potentiel U bar. Au cours du transport de ce courant électrique, bien sûr, il va y avoir des pertes. Et ces pertes, ils seront par effet Joule. Alors, comment la puissance perdue par effet Joule dans les câbles de transport, puissance perdue par effet Joule, c'est-à-dire sous forme de chaleur, dans les câbles de transport électrique, représenté par la résistance R, et puissance perdue par effet Joule égale à R multiplié par la valeur efficace du courant I au carré. Puissance perdue par effet Joule est égale à RI au carré. Alors que le consommateur, lui, il va recevoir une certaine puissance que je note par PC. Le consommateur consomme la puissance qui sera dissipée dans l'impédance Z bar, que j'appelle P, c'est la puissance consommée. Eh bien, c'est la puissance active dissipée dans cette branche. C'est égal à U multiplié par I et multiplié par le cosinus de phi. U, c'est la valeur efficace de la tension au bord de l'impédance, c'est-à-dire la tension reçue par le consommateur. I, c'est la valeur efficace du courant reçu par le consommateur. Et le cosinus phi, c'est le facteur de puissance tel que phi est le déphasage entre la tension et le courant au niveau du consommateur.
Comment est-ce qu'on définit le coefficient de perte? Eh bien, le coefficient de perte est défini par le rapport de la puissance perdue sur la puissance consommée. On définit le coefficient de perte par K égale la puissance perdue par effet Joule sur la puissance consommée par le consommateur. C'est donc égal à R I au carré sur U I cosinus phi. On voit bien que plus ce facteur de perte est grand, plus on perd de l'énergie. Donc il faudra essayer au maximum de minimiser ce facteur de perte. Comment est-ce qu'on peut minimiser ce facteur de perte? Bien sûr, sans affecter le courant que va recevoir le consommateur. K est minimal, donc pour minimiser ce facteur de puissance K, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la première chose, c'est diminuer au maximum R, c'est-à-dire la résistance du câblage de transport. Il faut donc diminuer la résistance du câblage en choisissant de bons conducteurs. Vous savez, le meilleur conducteur qu'on peut avoir, si on a des supraconducteurs, ça sera bien, mais sinon, on va utiliser un conducteur qui sera bon marché, mais qui est bon en conduction, c'est en général le cuivre qui est utilisé. Donc, il faut diminuer la résistance du câblage. Ou bien sûr, on ne va pas toucher à I, parce que, bien sûr, si on veut minimiser K, si I est égal à 0, K sera égal à 0. Et ça, c'est clair. Si vous ne recevez pas d'électricité, il n'y aura pas de perte. Mais ce cas, ce n'est pas intéressant. Il faut que le consommateur jouisse toujours du même courant. Donc le courant ne va pas y toucher. On peut aussi minimiser le vecteur K en jouant sur la tension U. Donc il faut que U soit la plus grande possible. C'est pourquoi on peut passer, ou bien on est passé au niveau des foyers de 110 volts à 220 volts. Le passage qui s'est effectué il y a quelques dizaines d'années de 110 volts à 220 volts a été dicté par ce souci de minimiser le facteur ou bien le coefficient de perte. Donc en général, pour cette tension, il vaut mieux au niveau des foyers utiliser des tensions qui sont à des basses tensions de ce genre-là, alors que pour le transport à longue distance entre la source et le consommateur, le transport s'effectue en général sous des hautes tensions de l'ordre de 5 à 10 kV. Ensuite, au niveau des villes, lorsqu'on va recevoir cette électricité sous haute tension, il va y avoir des transformateurs qui vont transformer la haute tension en la tension qui est d'usage, c'est-à-dire 220 volts. On peut aussi minimiser le coefficient de perte en agissant sur le cosinus phi
Donc il faut que le cosinus phi soit le plus grand possible, c'est-à-dire cosinus phi doit tendre vers 1, c'est-à-dire il faut que le courant et la tension soient en phase, et ceci on peut l'obtenir en branchant en parallèle ou bien en série avec l'impédance Z bar un condensateur, et on va choisir la capacité de ce condensateur de telle façon que le cosinus de phi soit égal à 1, c'est-à-dire que le déphasage est égal à 0. Donc on peut toujours faire un petit calcul qui va montrer quelle est la capacité qui doit être branchée en série ou bien en parallèle. En général, c'est en parallèle avec l'impédance réceptrice Z bar pour que le coefficient de perte soit le plus faible possible, c'est-à-dire lorsque le cosinus de phi est égal à 0. Bien. Sixièmement, puissance complexe. Nous avons vu que chaque fois qu'on a une grandeur trigonométrique, on peut la représenter par un nombre complexe. De la même manière, la puissance active s'écrit UI cosinus phi, donc je peux la représenter par un nombre complexe P bar qui sera égal à U. Alors, sachant que U c'est UM sur racine de 2 multiplié par I, c'est IM sur racine de 2, donc UM, IM cosinus phi. Donc ça sera remplacé par un nombre complexe qui va avoir comme module UM, IM sur 2, et ça sera exponentielle J, l'argument phi, qui est égal à phi U moins phi. Donc, le P complexe qui est écrit sous cette forme, c'est UM, IM sur 2, cosinus de phi, plus J, sinus de phi. On voit bien que la puissance active, c'est rien d'autre que la partie réelle de la puissance complexe. La puissance complexe qui est définie par ceci, parce que je viens de montrer, UM, IM sur 2 exponentielle J, phi U moins phi I, est liée à la puissance active par le fait que la puissance active, c'est sa partie réelle. Alors que la partie imaginaire, ça, je peux écrire comme étant égal à P, A, plus J, multiplié par une autre puissance que j'appelle PR, avec PR qui est égal à UM, IM sur 2 cosinus phi, qui est égal aussi à UI, non pardon, sinus phi, sinus phi, qui est aussi égal à UI sinus phi, c'est ce qu'on appelle la puissance réactive, est appelée puissance réactive. Cette puissance réactive qui représente la partie
imaginaire de la puissance complexe, en fait, n'a pas de réalité physique. Ce qui a une réalité physique, c'est la puissance active. On peut lui donner une expression qui est intéressante, qui ressemble à la loi d'Ohm, c'est que, sachant que si j'ai une branche Z bar entre A et B, que là j'ai U bar et là I bar, et bien dans ce cas, si Z bar est composé d'une partie réelle grand R et une partie imaginaire grand X, et bien dans ce cas, on a sinus de phi, c'est égal, comme on l'a vu, nous l'avons vu tout à l'heure, sinus de phi, c'est rien d'autre que la partie imaginaire x sur le module de z. Et puisque sinus de phi est égal à cette expression, dans ce cas, je vais avoir la puissance réactive qui va prendre la forme intéressante, qui est la forme suivante. Donc vous avez PR qui est égal à UI sinus phi. U, c'est égal à Z I. I, ça ne change pas. Et le sinus est égal à X sur Z. On simplifie par Z et on trouve X, I au carré. Vous voyez clairement que la puissance réactive prend exactement l'expression, la même forme que la puissance active. La puissance active, c'est la partie réelle de l'impédance multipliée par la valeur efficace du courant au carré, alors que la puissance réactive, c'est la partie imaginaire de la puissance qui est égale à la partie imaginaire de l'impédance multipliée par I au carré. Alors remarque, si X, si R, pardon, est toujours positif, si R est toujours positif, X, par contre, peut être positif ou négatif. Ce qui veut dire que la puissance réactive peut être négative, ce qui n'a pas de sens physique. Et effectivement, la puissance réactive est une puissance fictive, elle n'a pas de réalité physique. Une puissance fictive qui n'a pas de réalité physique. Revenons maintenant à l'expression de la puissance complexe. Et on va voir quelle sera la forme de cette puissance complexe dans les différents cas des éléments passifs qui sont connus. Je reviens à l'expression de la puissance complexe. P
bar qui est égal à la puissance active plus J P la puissance réactive et qui est égal à 1 demi UM exponentielle J de phi U moins phi I. Cette puissance complexe va se mettre sous une forme intéressante. Ce sera 1 demi IM exponentielle J phi U multiplié par exponentielle J bien moins J phi I, qui est donc égal à 1 demi. UM exponentielle J phi U, c'est rien d'autre que U bar. Et IM exponentielle moins J phi I, c'est le conjugué de I bar. Donc la puissance complexe va prendre cette forme. La puissance complexe est donnée par 1 demi U bar multiplié par I bar étoile. Si on a une branche d'impédance Z, l'impédance Z bar, là vous avez I bar, ici U bar, donc la puissance P bar, qui est égale à 1 demi U bar multiplié par I bar étoile, et vous avez aussi la relation U bar est égal à Z bar multiplié par I bar. Donc si je remplace dans l'expression de la puissance complexe, je vais avoir P bar égale à 1 demi U bar que je remplace par Z bar, I bar, est multiplié par le conjugué de I bar. Or, I bar multiplié par son conjugué, un nombre complexe multiplié par son conjugué, c'est le module au carré. Donc ça, c'est égal à 1 demi Z bar multiplié par le module IM au carré. Or, le module IM au carré sur 2, c'est égal à IM sur racine de 2 multiplié par IM sur racine de 2, c'est-à-dire Z bar multiplié par le courant efficace au carré. Ça aussi, c'est une écriture qui est intéressante de la puissance complexe. Si vous considérez une branche d'impédance Z bar, alors la puissance complexe est égale à l'impédance Z bar multipliée par la valeur efficace du courant qui traverse la branche concernée au carré. On va voir les expressions de cette puissance complexe dans le cas des trois éléments passifs. Si Z bar est une résistance, si vous avez une résistance, donc dans ce cas, la puissance complexe qui sera dissipée dans cette résistance R, il sera égal à Z bar, c'est-à-dire le module, c'est-à-dire grand R, multiplié par I au carré. Ça, c'est l'effet Joule qu'on connaît. C'est l'effet Joule. Et donc, la puissance active dans une résistance, c'est égal à R I au carré. Et la puissance réactive d'une résistance est égale à 0. Il n'y a que la puissance active dans l'expression de la puissance complexe dissipée dans une résistance, la partie imaginaire étant égale à 0. Dans le cas
si Z bar est un condensateur, c'est-à-dire si Z bar C, Z bar est égal à 1 sur JC oméga. C'est le cas d'un condensateur. Dans ce cas, la puissance complexe au bord du condensateur C, il sera égal à Z bar C multiplié par I au carré. Et Z bar C, c'est 1 sur JC oméga, ou bien moins J sur C oméga, multiplié par I au carré, ce qui implique que la puissance active est égale à 0. Il n'y a pas de puissance dissipée dans un condensateur, et que la puissance réactive est égale à moins I au carré sur C oméga, et on constate que c'est inférieur à 0, ce qui prouve qu'effectivement la puissance réactive n'a pas de réalité physique. Dans le cas d'une bobine, on va avoir Z bar L qui est égal à JL oméga, c'est le cas de la bobine. Dans ce cas, la puissance complexe dissipée dans une bobine, c'est égal à Z bar L I au carré, qui est égal à JL oméga I au carré. Donc la puissance active est égale aussi à 0, et la puissance réactive est égale à L oméga I au carré, qui est dans ce cas supérieur à 0. On termine par le dernier paragraphe qui est le théorème de Bouchereau. Théorème de Bouchereau, c'est le 7e. C'est un théorème qui n'a pas besoin d'être démontré parce qu'il est évident. Vous avez la démonstration dans votre polycopier. Qu'est-ce qu'il dit, ce théorème de Bouchereau? Eh bien, il dit la chose suivante: si vous avez un réseau électrique constitué par un grand nombre de branches, grand N branches, alors la puissance complexe, c'est la somme des puissances dans chaque branche. Et puisque la puissance complexe a pour partie réelle la puissance active et pour partie imaginaire la puissance réactive, donc la puissance active dissipée dans un circuit, c'est la somme des puissances actives dans chaque branche, et la puissance réactive, c'est la somme des puissances réactives dans chaque branche. Ça, c'est un théorème qui est pratiquement évident, mais qui est très intéressant. Parce que comme on vient de voir, si vous avez un réseau qui possède plusieurs éléments passifs, qui sont des résistances, des condensateurs et des bobines, quand est-ce qu'on va avoir une puissance active non nulle? Eh bien, dans le cas des bobines, la puissance active elle est nulle. Dans le cas des condensateurs, la puissance active est nulle. Donc la puissance active n'est non nulle que dans les résistances. Donc il suffit dans un réseau quelconque de déterminer les puissances dans les résistances et de dire que la puissance dissipée dans l'ensemble du circuit, c'est la somme des puissances dans les différentes résistances.
Donc c'est ça le théorème de Bouchereau. Comme ça, on arrive à la fin de ce deuxième chapitre qui a été consacré au courant alternatif sinusoïdal. Et la prochaine fois, Inch'Allah, vous allez aborder la troisième partie de ce cours, les équations de Maxwell et les ondes dans le vide. Je vous remercie.